On va Ok. commencer aujourd'hui la biochimie structurale avec le chapitre 0, Introduction à la biochimie. C'est vrai que c'est la biochimie structurale, mais c'est une introduction à la biochimie en général. Donc, qu'est-ce que la biochimie? Lorsque j'entends le mot biochimie, ça vient de deux mots en fait. Bio plus chimie. C'est la chimie de l'être vivant. Bio, ça veut dire vivant, et chimie, ça veut dire chimie. Lorsque je dis chimie, je dis quoi? Atomes. Et plusieurs atomes ensemble forment soit des ions, soit des molécules. Dans ce chapitre, on donne une idée générale des atomes, des ions et des molécules entrant dans la composition de la matière vivante. Donc, on va l'étude des structures des molécules qu'on trouve dans les êtres vivants. Donc, l'étude des structures des molécules qu'on trouve dans les êtres vivants constitue ce qu'on appelle la biochimie structurale. Elle est appelée structurale car elle étudie quoi? Les structures. Si on étudie les réactions que font ces molécules dans les êtres vivants, les réactions, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la biochimie métabolique. Si enfin on étudie les dosages de ces molécules et l'interprétation des résultats de ces dosages, on parle de quoi? De la biochimie clinique. Donc, il y a trois types de biochimie. La biochimie structurale, qu'on va commencer aujourd'hui, qui étudie quoi? Les structures. La biochimie métabolique, qui étudie les réactions qui se font dans les êtres vivants avec ces molécules. Et la biochimie clinique, qui étudie quoi? Les dosages de ces molécules et l'interprétation des résultats de dosage. Donc, on commence par la composition chimique des êtres vivants. Lorsque je dis chimie, on dit quoi? Atomes. Et les atomes sont arrangés, comme on le sait bien, dans le tableau périodique. Le tableau périodique contient aujourd'hui 118 éléments. Mais ces éléments ne sont pas tous naturels. Il y a des éléments qui sont artificiels. Il y a en fait l'élément numéro 43, le technétium. Il est artificiel. Aussi, on a l'élément 61, le protétium, il est aussi artificiel. Et tous les éléments qui sont plus lourds que l'uranium 92 sont aussi artificiels. Donc, parmi les 118, il y a seulement 90 éléments qui sont naturels. Mais est-ce que les 90 éléments naturels se trouvent tous dans la composition des êtres vivants? Non. En fait, il y a presque une vingtaine seulement qui entrent dans la composition des êtres vivants. On va les voir. Donc, tout d'abord, on a l'hydrogène avec le carbone et l'azote et l'oxygène. Ces quatre éléments constituent à eux seuls 96% de la composition des êtres vivants. Seulement les quatre éléments, hydrogène, carbone, azote et oxygène. Les 4% qui restent sont constitués en fait de quoi? De le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium, avec le phosphore, le soufre et le chlore. Ces 7 éléments constituent à peu près les 4% qui restent. En plus de ces éléments, il y a aussi des éléments qui existent à l'état de trace, qui sont le fluor, le chrome, le manganèse, le fer et le cobalt, le cuivre et le zinc, le sélénium, le molybdène et l'iode. Tous se trouvent à l'état de quoi? De trace, presque négligeable. Donc 96 plus 4, ça fait à peu près 100%, mais il existe des 0,00 de ces éléments. C'est pour cela qu'on a dit qu'il existe sous forme de quoi? De traces. Ensuite, on va voir que les composés chimiques sont de deux types, soit inorganiques, soit organiques, c'est-à-dire contenant du carbone. On a étudié
la chimie minérale, inorganique, et la chimie organique, c'est-à-dire les composés qui contiennent du carbone. Donc, les composés inorganiques, ils sont caractérisés par quoi? Par de petites masses molaires. Ils ont une petite masse molaire, ils ne sont pas lourds. Ils sont en général formés par des liaisons ioniques. Il y a des exceptions, c'est vrai, mais en général, ce sont des liaisons ioniques qui le forment. Par exemple, on a l'eau et le sel minéraux, les sels minéraux. L'eau n'est pas ionique, par exemple, n'a pas une liaison ionique, mais c'est un composé inorganique car il ne contient pas du carbone. Il a une petite masse molaire, c'est vrai. Pour les composés organiques, ils sont à l'opposé. Ils sont quoi? Ils ont des masses molaires grandes, en général. Ils ont des liaisons quoi? Covalentes, des liaisons covalentes. Et par exemple, on a quoi? On a 5 types de molécules qu'on va étudier beaucoup en biochimie. Ce sont les glucides, les lipides, les protides, les acides nucléiques et les vitamines. On commence par l'étude de l'eau. L'eau H2O, c'est le constituant le plus abondant de la cellule vivante. Il constitue 60 à 90% de la masse cellulaire, 63 à 65% de la masse corporelle chez l'homme. Il est indispensable à l'activité métabolique car les processus physiologiques se font en milieu aqueux. Voici la molécule de l'eau. Comme vous voyez, elle est constituée de quoi? D'un atome d'oxygène, représenté ici en rouge, et de 2 atomes d'hydrogène, représentés ici en blanc. Le type d'hybridation, c'est sp3, pour se rappeler un peu. Ce n'est pas... pour certains, c'est beaucoup loin, mais pour certains, ils ont étudié ça cette année. La figure de répulsion, c'est AX2E2. La longueur de la liaison, c'est 0,958 angstroms et l'angle, c'est à peu près 105 degrés. C'est un composé polaire car l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, puisqu'il contient E et donc il est polaire. Ensuite, il a des charges moins 2 delta sur l'oxygène et plus delta sur l'hydrogène. Donc, c'est un composé polaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que H2O est un composé polaire. OK? Par conséquent, les molécules polaires sont hydrophiles. Hydrophile, ça veut dire aime l'eau. Hydrophile. Phile, ça veut dire aime. Hydro, c'est l'eau. Hydrophile, ça veut dire aime l'eau. Et les molécules apolaires, qui ne sont pas polaires, sont hydrophobes. Donc, c'est toujours comme ça. Le composé polaire qui est l'eau aime les composés qui sont comme lui, polaires. Et les composés non polaires n'aiment pas l'eau car il est polaire. Voici la distribution de l'eau dans le corps. Donc, l'eau constitue 65% en masse du corps et 35% sont la matière sèche. Si je prends les 65% et je les divise, je trouve que 45% parmi les 65 constituent l'eau intracellulaire, ça veut dire dans la cellule. Intra, ça veut dire dans. Intracellulaire dans la cellule. Alors que 20% constituent l'eau extracellulaire qui se trouve en dehors des cellules. OK? Parmi ces 20%, il y a 5% qui sont contenus dans le sang. Dans le sang, on trouve de l'eau. 5% de l'eau totale du corps se trouve où? Dans le sang. Les rôles de l'eau. L'eau a 4 rôles principaux. Tout d'abord, il a comme rôle de véhiculer, grâce à son perpétuel mouvement dans l'organisme, différentes substances, dont les nutriments et les déchets. Donc, il véhicule. Ça veut dire quoi, il véhicule? Il transporte
Véhiculer, ça veut dire transporter. Donc, l'eau est toujours en mouvement dans le corps, à travers le sang plutôt. Et il va quoi? Il va transporter les nutriments et les déchets. Le deuxième rôle, c'est assurer, grâce à son rôle de solvant, l'équilibre du milieu interne. Ça veut dire, il est un solvant, donc il peut dissoudre des composés, ioniques surtout, et polaires, et cela aboutit quoi? À un équilibre du milieu interne, un équilibre entre les cations et les anions et tout ça. Troisième rôle, c'est contribuer à la régulation thermique par absorption de la chaleur. L'eau, vous le savez bien, est un composé qui conserve la chaleur. C'est-à-dire, s'il absorbe de la chaleur, il ne peut pas la quitter facilement. C'est pourquoi il contribue à la régulation thermique. On sait bien que le corps humain a presque une température stable, qui est 37 degrés centésimales. Donc, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'eau qui conserve la chaleur si elle l'absorbe. Enfin, il joue un rôle de quoi? De lubrifiant. Lubrifiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est mis sur les articulations pour ne pas grincer. OK? Pour ne pas faire un contact entre les os. Donc, dans les articulations, vous avez un liquide qui s'appelle le liquide synovial, vous le savez. Donc, ça contient quoi? De l'eau, principalement. Donc, on a 4 rôles de l'eau. Les 4 rôles de l'eau sont, il véhicule, il assure le rôle de solvant et contribue à la régulation thermique et joue un rôle de lubrifiant. Après l'eau, on passe aux éléments minéraux. On va voir certains éléments minéraux qui sont importants. Tout d'abord, les composés inorganiques sont généralement ioniques. Ils se dissocient en milieu aqueux pour donner des particules chargées électriquement qui s'appellent quoi? Les ions. Donc, lorsque je parle d'éléments minéraux, je parle généralement de ions et pas de molécules. Les cations comme quoi? Comme Na+, Mg2+, K+, et Ca2+. Ça veut dire les ions sodium, magnésium, potassium, calcium. Pour les anions, on trouve par exemple le chlorure, le sulfate, le carbonate, le phosphate. L'équilibre ionique assure quoi? La perméabilité. Ça veut dire quoi? Il y a certains composés qui passent à travers la membrane cytoplasmique ou non. C'est ça la perméabilité. La contractilité, lorsque les muscles se contractent, on a besoin d'un équilibre ionique. La division cellulaire, la mitose, la méiose, vous le savez. Et la catalyse, ça veut dire l'activité des enzymes. Pour assurer la catalyse, on a besoin de certains ions et un équilibre ionique. On va étudier quelques ions très importants. On commence par le plus important des cations, qui est quoi? Le sodium. Na+, c'est l'ion sodium. L'ion sodium est l'élément minéral le plus abondant dans le milieu extracellulaire. Donc, il faut retenir que le sodium est plutôt extracellulaire et pas intracellulaire. Donc, c'est en dehors des cellules. Okay? Il règle les mouvements de l'eau pour laquelle il a une grande affinité. Donc, où il y a du sodium, l'eau va à travers la membrane vers le milieu où il y a le sodium. Okay? C'est pour cela, lorsqu'on mange beaucoup du sel, on sait le sel, c'est quoi? C'est Na+, c'est L-. Si on mange beaucoup de sel, on demande de boire plus. اوكي بس ناكل الملح بنصير بدنا شو؟ نشرب مي اكثر. On passe ensuite au deuxième cation important qui est le potassium, K+. Le potassium est l'élément minéral le plus abondant dans le milieu intracellulaire. Donc, le potassium et le sodium sont des antagonistes. Ils sont l'un contraire de l'autre. Pourquoi? Ils sont tous les deux des cations, c'est vrai,
Ils ont tous les deux une charge plus, K plus, Na plus, mais le Na plus c'est extracellulaire, alors le K plus est intracellulaire. Il participe à la transformation des glucides, à l'activité musculaire et au maintien de l'automatisme cardiaque. حتى يضل القلب ينبض صح لازم يكون في عندنا équilibre بالبوتاسيوم كمية البوتاسيوم. Avec le sodium, ils forment tous les deux, Na plus et K plus, forment ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium. Pompe sodium-potassium est responsable de quoi? De la propagation de l'influx nerveux. On passe ensuite au calcium. L'ion calcium, Ca2+, joue un rôle dans la coagulation du sang, la constitution des os, la contraction musculaire et le rythme cardiaque. Aussi, il joue un rôle important dans la perméabilité cellulaire et l'influx nerveux et l'activité enzymatique. Ensuite vient le magnésium, Mg2+, qui joue un rôle dans les réactions intracellulaires, dans la biosynthèse des protéines et dans la complexation de l'ATP et de l'ADP. On va voir en biochimie métabolique, je dis, c'est quoi l'ATP et le ADP. دكتور رح تبعت لنا الكور PDF؟ أكيد. OK, donc on a le fer ensuite. Le fer, vous le savez bien, il est un constituant important de quoi? De l'hémoglobine. La carence en fer provoque quoi? La fatigue. Carence, ça veut dire quoi? Manque. Okay? La carence en fer provoque la fatigue et la manque de résistance aux maladies. Le cuivre est un constituant de la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui aboutit à la pigmentation de la peau. يعني الناس اللي ما عندهم ميلانين بيكونوا شو؟ بيقولوا لهم بالعربي أمهق يعني شو؟ إلى un peau blanc. OK? مثل البراس يعني. Donc, le mélanine, pigmentation le cuivre est nécessaire pour la pigmentation, la formation de la mélanine. La carence تبع الcuivre aboutit à quoi? À la faiblesse, à la fragilité des vaisseaux, des tendons, بيصيروا ينكسروا التندون تبعه ينقطشوا, des os et des nerfs. Donc le cuivre est très important, même si la quantité nécessaire n'est pas très grande. Okay? Le zinc est nécessaire, se trouve généralement dans les yeux, les cheveux et les os. Quand même, il est important pour ces organes, si vous voulez. Il aboutit au bon développement du fœtus durant la grossesse et aboutit aussi à l'oxydation de l'alcool. Les gens alcooliques, اللي بيشربوا كتير, بيكون عندهم عادة شو؟ une carence en zinc. عادة بيكونوا مع بعضهم هدول الشغل. Le chlore contribue à la pression osmotique, conserve la pression osmotique entre les deux milieux, extracellulaire et intracellulaire, l'équilibre acido-basique, l'équilibre cation-anion, بتعرفوا محل ما يكون في كاتيون K+, مثلا Na+, بده يكون في عندنا كوا انيون بالمقابل حتى يحافظ على النيوتراليتي الكتريك. والCl عنده شارج شو؟ Cl moins. Donc où il y a Na+ et K+, بيكون عندنا على طول شيء اسمه Cl moins الانيون المقابل. اوكي؟ وبالبيوشيمي ميتابولي بالبيوشيمي كلينيك بكره بس تدرسوها بيمرقوا معكم شيء اسمه كثير مهم اسمه ترو انيونيك. بتشوفوا بوقتها كله بيعتمد على كميه الCl moins والNa+ اللي موجودين بقلب الجسم. L'acidité de l'estomac, c'est quoi? C'est HCl. C'est un composé HCl, l'acide chlorhydrique. C'est l'acidité de l'estomac. Donc, HCl- contribue aussi à l'acidité de l'estomac. Pour finir avec les éléments minéraux, on a le fluor.
مين سمع بالفلور؟ لشو بينفع الفلور؟ dans les dentifrices بالسنين ما هيك؟ effet protecteur contre les caries dentaires بيحمي من التسوس. الكاري دونتير يعني تسوس الأسنان. Okay? L'iode, il est très important. Pourquoi? Pour la glande thyroïde. Okay? Constituant essentiel des hormones thyroïdiennes. Et pour finir, on a le cobalt, le molybdène, le manganèse, le chrome et le sélénium. Tous ces éléments sont nécessaires comme activateurs de certains enzymes. Comme ça, j'ai terminé avec les éléments minéraux et l'eau. Donc, tout le reste de notre cours va être l'étude de quoi? Les composés organiques. Donc, on a fini avec les composés inorganiques, tout simplement comme ça. Et on va continuer tout le cours ensuite pour étudier les composés organiques. Pour étudier les composés organiques, il faut se rappeler un peu, il reste quelques éléments minéraux que je vais parler enfin. Et il y a encore le couple H2PO4- et HPO4- qui est un tampon du milieu intracellulaire dans la cellule. Et on a le couple H2O-CO2, HCO3- qui est le tampon du pH sanguin. Vous les verrez en détail en biochimie clinique. OK? Si vous le faites. Donc, notion de chimie organique. Donc, il faut se rappeler un peu de la chimie organique pour pouvoir compléter le cours avec les composés organiques. Les 4 éléments en chimie organique, ce sont quoi? Les plus importants sont l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai représenté quoi? La représentation de Lewis. À quoi sert la représentation de Lewis? À déterminer la valence. Donc, je remarque, d'après cette représentation, que l'hydrogène a une valence de 1, l'oxygène une valence de 2, l'azote une valence de 3 et le carbone une valence de 4. Valence, ça veut dire le nombre des électrons célibataires. Et par suite, le nombre maximal de liaisons covalentes simples qu'il peut former. Maintenant, ces réactions s'appellent des réactions d'oxydation en chimie organique. Vous voyez que l'oxydation en chimie organique peut se faire soit par perte d'hydrogène, soit par gain d'oxygène. Par exemple, ici, vous voyez bien, c'est H2OH, c'est H2OH est devenu COH. Qu'est-ce que j'ai fait pour oxyder? C'est H2OH est devenu COH. Il y a perte de quoi? De 2 hydrogènes. Donc, la perte de 2 hydrogènes est une oxydation, c'est une première forme d'une oxydation. Deuxième forme d'une oxydation, par exemple, ici, COH est devenu COOH. Il n'y a pas perte d'hydrogène cette fois-ci. Il y a quoi? Il y a gain d'oxygène. Donc, l'oxydation en chimie organique se fait soit par perte d'hydrogène, soit par gain d'oxygène. OK? Par exemple, ici aussi, on a quoi? On a oxydation par quoi? Par perte d'hydrogène. Vous voyez bien, il y a ici 2 hydrogènes qui ont été perdus et on a fait une oxydation. Ce sont quoi? On va se rappeler, c'est quoi c'est H2OH, c'est quoi c'est OH? Donc, on va se rappeler de quelques fonctions organiques. C'est H2OH, comment il s'appelle? Ce H2OH s'appelle alcool primaire. Alors que c'est HOH, comme ça, s'appelle quoi? Alcool secondaire. Alors, ici, il n'y a pas de l'hydrogène, il y a 3 liaisons, donc c'est quoi? C'est un alcool tertiaire. COH, c'est quoi? C'est un aldéhyde. C'est H2NH2, s'appelle une amine, primaire plutôt. C double liaison O comme ça, s'appelle quoi? Une cétone. COOH s'appelle un acide carboxylique. C triple liaison N s'appelle fonction nitrile. Et enfin, C double liaison O NH2
s'appelle une fonction amide. Donc, ces 9 fonctions sont l'une des plus importantes, les plus importantes de la chimie organique et de la biochimie. Donc, l'alcool primaire, l'alcool secondaire, l'alcool tertiaire, on va les voir en fait lorsqu'on va étudier plutôt les alcools, les glucides, sorry. L'aldéhyde aussi et les cétones, on va les voir avec les glucides. Les amines et les amides, on va les voir lorsqu'on étudie les protéines. L'acide, on va les voir lorsqu'on étudie les lipides. C'est ça. Donc, on va les revoir, ces fonctions. C'est pour cela que je voulais que vous se rappelez de ces fonctions. Aussi, on va se rappeler un peu de la notion de carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un carbone qui possède 4 substituants différents, comme vous le voyez. Ce carbone, noté ici par étoile, il est relayé à 4 substituants différents. Vous savez, lorsque l'hydrogène qui est le plus petit se trouve devant, je peux faire la configuration et la renverser. Donc, le plus grand ici parmi les 4, c'est quoi? C'est OH, parce que l'oxygène, c'est 8, alors le carbone, c'est 6. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai quoi? J'ai une rotation inverse au axe CA. Axe CA, ça veut dire quoi? S, apparemment S, mais puisque H, qui est le plus petit, est devant le plan, donc réellement, ça va être quoi? R. OK? Ensuite, on a aussi une autre présentation. Cette présentation est utilisée en biochimie. C'est la présentation de Fischer. Dans la présentation de Fischer, tout ce qui est horizontal est devant le plan et tout ce qui est vertical est derrière le plan. Mais en biochimie, on utilise une autre notation, autre que S et R, et plus facile et plus adaptée à la biochimie. Tout d'abord, on place la molécule en représentation de Fischer telle que le carbone le plus oxydé, qui contient plus d'oxygène, se trouve en haut et le carbone le moins oxygéné se trouve où? En bas. Donc, je le place de cette façon et puis je regarde le OH et le H. L'un est à droite et l'autre est à gauche. Vous savez, le gauche en anglais s'appelle quoi? Left. C'est pourquoi vous avez un D et un L. Même si c'est bizarre, puisque ça vient du latin et pas ni de français ni de l'anglais. Donc, dextro, levo. Dextro et levo. Dextro, ça veut dire droit, droite. Levo, ça veut dire quoi? Left. Ça veut dire gauche. Donc, là, l'élément le plus lourd entre H et OH, c'est qui? C'est OH. Donc, je dis que ce composé est D. Je dis que ce composé est de type D, puisque le OH se trouve à droite. Si le OH était à droite et le H était à gauche, je disais quoi? Je disais qu'il s'agit de quoi? D'un composé L. Donc, ce composé est appelé en biochimie un composé de type D, puisque le OH se trouve à droite. Donc, ça vient du même principe de SCR, mais c'est spécifique pour la biochimie. En biochimie, on n'utilise plus SCR, on utilise quoi? D et L. C'est la même chose à peu près. En fait, ce qui est R en chimie organique devient en général D en biochimie. Et ce qui est S devient quoi? L. OK? اوكي ما بعرف اذا بنلحق نخلص هيدا. هون في عندي 2 فيديو كان بدي افرجيكم اياهم، حنشوف واحد منهم على القليله. هون عم يفرجينا شو؟ لا لوميير ناتوريل. لا لوميير ناتوريل
Ok, ça c'est bien. Est une onde électromagnétique constituée de champs électriques dirigés dans toutes les directions. Un polariseur oriente le champ électrique de la lumière selon une direction privilégiée appelée axe de polarisation. Pour détecter la polarisation d'une lumière, on utilise un filtre polarisant identique, un analyseur. Selon sa position par rapport au polariseur, l'analyseur éteint ou laisse passer la lumière. S'il est parallèle au polariseur, l'analyseur laisse passer la totalité du champ électrique. Tourné de 90 degrés par rapport au polariseur, l'analyseur coupe entièrement la lumière. Tourné de 45 degrés par rapport au polariseur, l'analyseur ne laisse passer que la composante du champ électrique parallèle à son axe de polarisation. L'intensité de la lumière est donc diminuée. Donc, vous voyez là, la lumière était quoi? C'est un champ électrique. Il a un champ électrique. Ce champ électrique est dans toutes les directions, كل الاتجاهات. وقت يمرق بهذا البولاريزور شو بيعمل؟ بيمرق بس une seule direction، ما بيمرقهم كلهم. إذا الاناليزور كان باراليل على البولاريزور بيقدر يمرقه لهيدا اللوميير يلي كان طالع. إذا كان بيربنديكولار ما بيعود يمرقه بالمرة. أوكي، هلا بنشوفهم أكثر بالفيديو الثاني. Donc voilà, nous avons un système avec une source lumineuse, une lentille qui va permettre de condenser, et sur un écran, ici, on observe en fait de la lumière. Je vais polariser cette lumière en fait qui n'est pas polarisée naturellement. Pour ce faire, j'utilise un polariseur que j'installe sur le trajet de la lumière, et vous remarquez en fait sur l'écran que l'intensité lumineuse a en fait elle a diminué de moitié. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'ai orienté mon champ électrique dans une seule direction. J'utilise un deuxième polariseur que je mets aussi sur le trajet de la lumière. Et regardez ce qui va se passer sur l'écran. Je vais bouger la direction en fait, de polarisation en fait, du polariseur de telle manière à obtenir de l'obscurité. Donc normalement, ça marche. On observe bien sur l'écran une absence de lumière. La particularité en fait de certaines molécules chirales, en fait des molécules chirales, c'est qu'elles sont capables de dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement. C'est-à-dire que ici, dans cette cuve, j'ai une solution de glucose le glucose est une substance chirale, donc optiquement active. Vous voyez le carbone asymétrique dans la molécule de glucose. Elle devrait en fait dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée. Et donc du coup, sur cet écran, quand je pose ma solution, la lumière réapparaît. C'est la seule propriété en fait physique qui différencie deux énantiomères. Si on observe de la lumière ici sur cet écran, c'est que la substance chirale, le glucose, a dévié en fait le plan de polarisation de la lumière polarisée qui vient du polariseur. Je vais donc normalement pouvoir, en retournant la direction de polarisation de cet instrument, réobtenir